de suite, direction le grand studio RTL, les grosses têtes, Philippe Bouvard. Bonjour et bienvenue. Notre invité d'honneur sera tout à l'heure Guy Marchand, qui depuis que Nestor Burma a pris sa retraite, n'a jamais autant travaillé. Et voici, comme d'habitude, dans la gaieté, les grosses têtes. À Pigalle, où il travaille, on murmure que le soir venu, les ouvreuses lui remettent tout leur pourboire. Jacques Maillot. Bonjour. Il a cru me fâcher en révélant qu'il était mon fils naturel. Raté, j'en suis très fier. Bernard Mabille. Bonjour. Il a l'audace des provocateurs qui savent qu'ils courent plus vite que leurs victimes. Éric Logérias. Bonjour. Il use d'une belle plume qu'il ne plante pas toujours dans l'encrier. Pierre Combesco. Bonjour. Il possède les plus gros mollets, mais aussi la plus petite vessie des grosses têtes. Jacques Balutin. Bonjour. Alors, heureux de vous retrouver et de pouvoir, avec vous, évoquer une actualité qui, comme d'habitude, nous apporte son lot de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de petites et de grandes brimades. Ça bouge aussi dans les asiles. Et il va y avoir, et ça va être une rude concurrence pour nous, la première radio réalisée par des malades mentaux. Oh. Plagiat des grosses têtes. Là, c'est pas bien, là. Plagiat absolu. Ah, bah, oui. Ah non, si. Ça existe déjà, c'est où? En Argentine ou au Chili, il y a Radio Loco comme ça, oui. Ah bah déjà, des fous les discours du Gauche Chavez, ça s'en rapproche. Ah bah oui, c'est plutôt proche, oui. Morales aussi. Morales. Les soldats Morales. Ah oui, Morales. Y siéntame que te Obama te sentí que te tiene que de Cuba. Alors, en direct sur Radio Charenton. Il va mieux, Chavez, qu'il a quand même raconté que c'était les Américains qui avaient fait le tremblement de terre d'Haïti pour pouvoir envahir l'île. Enfin, il ne faut pas sous-estimer la nécessité d'éclairer un peu ces milieux où l'on vit reclus et souvent pendant de longues années. Et ensuite, le fait que ceux qui passent pour avoir des problèmes mentaux sont parfois des créatifs sur le plan artistique. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens qu'il y avait une exposition de dessins d'aliénés à Charenton et c'était extraordinaire. Hein. Oui. Les aliénés, c'est ceux qui habitent Moulins et Vichy. Oui. Oui, on va être bien reçus là-bas. Mais il y avait Dubuffet avait créé un musée d'art brut incroyable à Lausanne où il n'y a que des statues, des sculptures, des dessins, des peintures de fous et c'est assez Et on impressionnant. voit pas la différence avec les siennes. Non, on a l'impression que c'est les mêmes. On a l'impression que c'est pareil. Le surréalisme, ça se rapproche de ça. Hein. Complètement. Laissez parler le fou qui est en vous. Alors, je voudrais vous donner des nouvelles de Ramayad, parce qu'on n'en entend plus beaucoup parler depuis qu'elle est passée des droits de l'homme aux droits des sportifs. Oui. Alors, elle a quand même fait quelque chose, et là, elle a pris la relève de Eric Woerth, mais dans le secteur qui l'intéresse. Elle demande aux champions sportifs exilés, pour raison fiscale, de revenir en France à l'allure qui est souvent la leur, c'est-à-dire très rapidement. Hein. Ouais. Bah oui, mais. C'est-à-dire qu'il y en a un paquet, rien qu'en tennis, c'est l'équipe de Suisse. Hein. Ah oui, Bah oui, parce qu'ils habitent tous à côté Ils sont de tous Genève. à Monte-Carlo. Hein. Ah, Monte-Carlo, Ils peuvent Monte-Carlo rentrer, hein. et en Suisse, Gasquet, tout ça. Mais c'est parce que je crois que le climat est bon. Pour les sportifs, c'est Bien bon. sûr, c'est les montagnes. C'est le grand air. Ah, l'air est plus pur. Mais bien sûr, il faut les cures d'oxygénation sans rien. Ils n'ont pas besoin de se piquer. C'est ce qu'avait dit Isabelle Adjani, mais visiblement, ça fait grossir l'air de Genève. Elle dit d'ailleurs que c'est pas du tout pour récupérer de l'argent, pas du tout. Non. Elle dit, et la phrase est belle, je vous la cite, c'est pour que nous puissions profiter d'eux au-delà de leurs activités professionnelles. Ah bah oui. Oh la Mais c'est vrai que c'est fauderche. important. Oh la fauderche. Alors donc, on attend qu'ils reviennent, quoi. Hein. Oui, on peut attendre. Hein. Oui. On va attendre un moment, je crois. Oui. Les Français Roland Garros, ça sera dans 10 ans, quoi, ce rythme-là. Hein. Alors toujours le sport, c'est les chercheurs qui viennent de l'établir de façon péremptoire.
pour muscler son cerveau, il faut courir et faire du sport. Ouais. Ah bon? Oui. Mais vous avez beaucoup couru, vous, Philippe? Oui, mais après les filles. Hein, Ah, bah d'accord. Eh ben, regardez, ça vous a réussi quand même, ça marche. Et donc, alors, vous me direz, mais est-ce qu'on a fait des expérimentations? Oui. Et je vous répondrai comme d'habitude, oui, on a expérimenté ça sur des souris. Voilà. Non, parce que quand on voit les souris, peut-être ça marche, mais quand on voit le niveau intellectuel moyen des sportifs, on n'a pas l'impression qu'ils aient beaucoup couru et le cerveau très musclé quand De même. qui parles-tu? Donne des noms. Des cyclistes, par exemple, des... Bon, étonné. Oh, dites donc, ce pauvre Domenech, qu'est-ce qu'il prend? Oh là là là. C'est sa fête tous les jours. Oui, Larquet, il ne loupe pas. Déjà, il y a Larquet, il tape fort. Ça, c'est à faux. Mais il n'y a pas que lui, il y a un bouquin là qui est sorti sur, je ne sais pas le mot qu'on emploie à propos de lui, mais... Sélectionneur. Et Non, on dit que c'est une tromperie et on le dit de façon plus catégorique. Ah oui. Alors que finalement, il est tout à fait sympa, ce homme-là. Oui. Surtout pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas le football. Hein. Moi, j'aime bien parce que la France reste pas longtemps, comme ça pollue moins les petits écrans. D'abord, et puis et on paye moins. On paye moins. Oui, parce que t'as vu le train de vie, t'as vu l'hôtel qui est retenu là-bas en Afrique du Sud? Ah oui. Oh là là. Non, C'est cher. Donc, ils vont rester. Mais ils n'allaient pas les mettre au Formule 1, c'est pas des coureurs automobiles. Ouais. Alors encore le sport, et là ça se passe à Pékin. Alors ils ont organisé un grand marathon avec 500 concurrents, mais des super champions, hein, pas des amateurs. Oui. Et alors, il y en a déjà 100 qui sont disqualifiés parce que les caméras de surveillance ont pu établir qu'à un certain moment, ils s'étaient arrêtés de courir pour prendre l'autobus. Le Chinois est tricheur. Et il est poli. D'habitude, dans le temps, il faisait ça dans le Tour de France. Dans les premiers Tours de France cyclistes, il prenait le train. Ouais. Oui. Pour raccourcir l'étape un peu. Les nôtres, ils peuvent même pas attraper l'autobus. Le Chinois, quand même, on le dirait pas comme ça. Oh, c'est vicieux, le Chinois. Le Chinois est vicieux. oui. Poli mais vicieux. Et puis, il s'était aperçu qu'il y avait d'autres champions qui avaient repassé leur dossard à un copain. Ça, c'est encore pire. Qui courait mieux. Qui courait mieux que lui. Ça, c'est chouette. Ah, on les confond. Ça c'est important parce que ça aussi, ça peut faire école chez nous. Il y a en Italie ce qu'on pourrait appeler une offensive anti-Tanguy, en se référant à un film qui avait pour la première fois mis en lumière un fait de société familiale, à savoir ces ados prolongés qui, à 30 ans, vivent toujours chez leurs parents. Alors, le ministre italien Renato Brunetta, qui doit être une copine de Silvio... Hein, oui, c'est le petit tout petit. C'est Renato ou Renata? Ah non, c'est Renata. Alors c'est une petite. Renata, alors c'est une petite. C'est une petite de 18 ans et demi que Berlusconi a découvert. Une ancienne Miss qui est formidablement intelligente, tellement cultivée. Alors, il propose de verser 500... Elle propose. De verser 500 € par mois. Elle propose. En réduisant certaines retraites à tous les jeunes qui acceptent de quitter le domicile familial à 18 ans. Oui. Oui, c'est sûr. Pas mal. Parce que vous avez vu jusqu'à quel âge il reste en Italie, nous à côté 50 ans, 39 ans. Oui. 39 ans, il y en a un, 39 ans, sa mère fait toujours son lit, dis donc le mec. Ils sont pas feignasses là-bas. Si les loyers sont aussi chers que chez nous, tu peux comprendre. Hein. Oui. T'as vu ce qu'il faut gagner? Ils sont pas chers, il y en a pas. T'as vu ce qu'il faut gagner pour louer un studio aujourd'hui? Ils te demandent des cautions. Un studio à Paris. Mais il y avait un film qui était formidable, qui est sorti cet été, qui s'appelait 15 août, qui racontait l'histoire d'un couple de 40-45 ans qui vivait toujours chez la maman. Compliqué, un film italien. Alors justement, pour cela... On propose que ceux qui auront vu leurs enfants s'éloigner et qui sont à la retraite touchent moins de retraite et qu'on donne cet argent aux enfants qui ont accepté de s'en aller. Vous me suivez? Oui. Ils vont être contents, les parents. C'est-à-dire que ce qu'on donne à l'un, on le retire à l'autre quand même. Alors, à Moscou, ils ont un problème à l'inverse de celui que connaissent les autorités de Pékin. La natalité est en baisse. Mais il y a des produits pour ça. Enfin, on doit leur envoyer des trucs. C'est parce qu'ils boivent pas assez. Voilà. Et quand ils rentrent, ils dorment. Voilà, il faudrait boire un peu plus de vodka parce que... Alors, attendez, là, on n'a pas proposé d'augmenter la ration de vodka. Au contraire, puisque Poutine, lui, avait déjà signalé les dangers de l'alcoolisme, on a proposé une allocation spéciale pour la première naissance. C'est bien.
Mais un enfant, ça suffit pas. Attendez, il faut commencer par un. C'est pas le premier. 3. Ouais. Alors, 100 000 roubles, ça fait 2 350 €. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est pas lourd quand même. Et notamment pour le donner aux femmes qui seraient désireuses d'interrompre leur grossesse. Ah oui, pour qu'elles n'interrompent pas. Oui. C'est-à-dire en leur faisant valoir que c'est le prix de 3 ou 4 machines à laver. Ouais. Elle garde le bébé, quoi. Alors attendez, c'est pas tout. L'homme de droite qui est derrière tout ça, qui est l'ultra-nationaliste Vladimir Jirinovski, l'inventeur de la jerrycan, il suggère, lui, de modifier la loi pour que les hommes qui sont en état de procréer puissent épouser une seconde femme. Mais ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Si, même une troisième, éventuellement. Je veux dire, mais est-ce que ça veut dire que parce qu'ils en auront 2 ou 3, ils leur font des enfants à toutes? C'est ce qu'ils voudraient. C'est pas sûr. Ils vont l'épuiser, le malheureux. Mais bien sûr. Ça va être un petit lapin. Il va être sur les genoux, il va se mettre à boire. Ça va être terrible. Oui. Et quand on fait un enfant dans le dos, c'est payé aussi ou si c'est... Oui. Vous voyez avec une deuxième épouse? Non. Moi, je ferais pas. Ça dépend pourquoi. Oui. Pour le ménage, oui. Mais moi, je trouve que ça serait une bonne idée. Il y en a une qui reste à la maison, qui fait le ménage, le machin et tout ça, puis l'autre qu'on sort. Alors, il y en a une que nous aimons bien, qui a aussi des problèmes graves de natalité, c'est Céline Dion. Hein. Elle n'y arrive pas? Non, elle n'arrive pas. Elle en est à sa 5e implantation. De paillettes. Alors, est-ce que c'est vraiment la saison? Parce que est-ce qu'on peut planter en hiver? En hiver. L'intérêt, c'est-à-dire quand il fait froid dehors, quand ça sort du congélateur, ça reprend par le chaud entre le congélateur et la bobine. C'est la rupture du froid. C'est la rupture de la chaîne du froid qui est dangereuse. Elle a donné une interview parce que comme elle a la presse internationale accrochée à ses basques pour savoir quand elle va donner un petit frère ou une petite sœur à René Charles, elle a quand même fait une déclaration. Elle a dit en ce moment dans notre couple il y a des hauts et des bas. Mais quand je mets des bas, René n'est pas plus haut. J'extrapole. On doute bien qu'elle n'avait pas autant d'esprit quand même. Mais le pauvre René, ça doit être dur sa vie, parce que s'il fait ça dans le frigo pour les transformer en paillettes, ça doit pas être marrant. Mais on a dû lui prendre ça il y a très longtemps, parce que j'ai vu, c'est un vieillard. Je l'ai vu l'autre jour à la télé. Arnais, oui. Il est tout blanc, c'est un vieillard, il a 100 ans ce mec-là. Oh non. Combien ils ont de différence entre les... Ils ont 40 ans, je crois, de différence, non? Non, pas 40 ans. Allez, mettez 30. Je vous fais un prix. Allez, à 30. Allez, je vous le fais à 30. Non, je peux vous dire que ce qu'il a mis dans le congélateur, c'est très frais. Mais il y a longtemps. Non, il est obligé de redonner régulièrement. Parce qu'elle en use énormément. Ah bon? Ben oui. Ah oui, remarque. Oui, 5e. Hein, 5e, oui. Non, mais je crois que chez Picard, ils vendent au litre. Hein. Ah oui, maintenant, oui. Et maintenant, c'est le coup de sang. Et c'est celui de Jacques Maillot. Alors, comme aurait pu le chanter le petit Jordi, qui, je le rappelle, n'a jamais été le fils caché de Philippe Bouvard, comme a tenté de nous le faire croire à une époque notre regretté camarade Jacques Martin, comme aurait dit Jordi, dur d'être français. Les nouvelles dispositions pour obtenir, paraît-il, une carte d'identité ou un passeport se sont considérablement durcies, au point de faire dire l'autre jour à Jean-Luc Mélenchon, avec les lois qu'il fait voter, Sarkozy ne pourrait même pas obtenir la nationalité française. C'est ce qui a failli arriver d'ailleurs à Anne Sinclair, qui s'en est émue sur son blog. Pauvre Anne Sinclair, déjà qu'elle a failli perdre son mari, si en plus elle venait à perdre sa nationalité, ça serait un comble. Il suffit en effet que vous soyez né à l'étranger, ou bien que votre père ou votre mère l'eussent été. L'eussent été, ça ne veut pas dire qu'ils ont été élevés au sein, comme Roselyne Bachelot. Ah si, on sent qu'elle a tété longtemps. Hein, mais c'était pas du lait, c'était de la crème directement. Oui. Donc il suffit donc que vous ayez un parent né ailleurs ou vous-même pour que l'on exige que vous puissiez prouver votre nationalité française. Alors pour ma part, je suis à l'abri de toute suspicion, je suis né à Clermont-Ferrand, mon père a pu en voler, etc. Mon grand-père a fait une guerre magnifique. Quant à moi, alors j'ai un passé militaire exemplaire. J'ai participé en 1971 au péril de ma vie à une marche commando dans le bois de Vincennes, dans l'enfer de l'avenue de la Belle Gabrielle, en marchant toujours sur les trottoirs pour échapper aux dangers, en empruntant toujours les passages protégés et en respectant les feux rouges. Moi, je suis donc français, et bien français, pas comme certains. Je ne veux pas dénoncer, mais quand même, en France, ça se fait.
Je pourrais parler par exemple de Madame Ségolène Royal, qui est née à Dakar en 52, d'une mère blanche, mais d'un père qui, selon elle, n'était pas blanc-bleu. Donc elle risque de voir contester sa nationalité. Je ne parlerai pas de Valéry Giscard d'Estaing, qui est né à Coblence en Allemagne. Lui pourrait être reconduit en Auvergne dans les semaines qui viennent. Même Nicolas Sarkozy, effectivement, son papa est né à Budapest et évidemment il pourrait être contesté. Il s'est fait porter pâle très vite, son papa. Et ça n'est pas Carla Bruni, dont les parents sont tous les deux nés en Italie, qui va pouvoir lui arranger ses bidons. Quant à ce pauvre Éric Besson, alors lui il n'a pas de bol, il est né à Marrakech d'une mère libanaise. À mon avis, le prochain charter qui passe par Roissy, il est pour lui. Et puis surtout, il y a des cas très compliqués comme celui de cet ami très proche que je connais. Celui-là, alors là, le malheureux, il est né à Monaco, mais son père et sa mère sont nés tous les deux en Suisse. Éric Besson lui refuse donc la nationalité française en lui disant qu'il est suisse ou monégasque, mais pas français. Alors mon camarade a donc pris acte et il a pris ses affaires et ses économies et il les a emportées en Suisse. Sauf qu'entre-temps, un autre Éric Woerth, celui-là, dont on est en train d'ailleurs de vérifier les origines, Éric Woerth lui reproche d'être allé planquer son pognon en Suisse et d'avoir pratiqué l'évasion fiscale. Mon camarade ne sait donc plus à quel Éric se vouer, Woerth ou Besson. Parce que les Suisses ne veulent pas de lui car il n'a plus de quoi vivre en Suisse, et les Français non plus car ils estiment qu'il n'est pas français. Moralité, son dilemme est cornélien parce que vivre en France pour un étranger, c'est de plus en plus difficile, et vivre en Suisse pour un pauvre, alors là, c'est tout à fait inconcevable. Merci Jacques Maillot. Alors la cerise sur le gâteau de l'actualité, je vous propose de la donner à ces dames qui dans les magazines People se révèlent telles qu'elles sont, c'est-à-dire en général belles, jeunes et amoureuses. Vous avez par exemple Miss France. Alors Miss France, elle a dit partout, et je pense que c'était d'ailleurs une condition pour se présenter, qu'elle était célibataire. Or, voici qu'apparaissent les premières photos. Alors, pour l'instant, bon, elle a juste la main dans la main avec son galant. Il n'y a pas encore la... Ouais, mais là, c'est décevant. Attendez, demain, ça sera la moustache dans l'oreille, et puis après-demain, je ne sais pas où on en sera. Hein. La vieille va nous faire un infarctus, là. Ah bah oui, alors. La main sous l'écharpe. Ah, tu veux parler Elle va avaler son chapeau, la vieille. Hein. Ah bah le poireau va fumer, hein. Et en plus, alors je vais dire, moi j'ai sous les yeux la photo des deux tourtereaux. Bon, les doigts sont accrochés nerveusement les uns aux autres, et ils se regardent d'une façon qui ne laisse pas de doute sur la nature de leurs sentiments. Oui. Alors, est-ce qu'il ne faut pas la destituer, Miss France, hein? Le fait qu'elles couchent, c'est embêtant? Elles n'ont pas le droit. Non, elles n'ont pas le droit de poser à poil, elles n'ont pas le droit. Moi, ça m'embête parce que je sais qu'elle est prise, alors j'ai aucune chance. Hein. Ah, ben voilà. Ouais. Du coup, vous n'avez pas envie d'aller à la foire au boudin, l'avoir coupé le ruban, vous n'avez pas envie de... Vous pourriez lire les Miss France à 5 ans pour être peinard. Oui. 36 ans. Encore, il faudra que ça soit une petite fille qui court très vite. Hein. Et puis alors, une confidence de Claire Chazal qui s'est allongée. Alors elle, avec qui? Sur le divan. Ah, vous m'avez fait peur. Oui. Sur le divan des journalistes de psychologie. Elle dit après 3 pages, hein, elle dit, c'est vrai que... Elle commence par « c'est vrai que ». Donc, c'est sérieux. Oui. Ouais. C'est vrai que j'ai plus de modèles masculins que féminins. Attendez, après, ça devient torride. Jeune, je cherchais déjà la compagnie des garçons plutôt que celle des filles. Vous vous rendez compte? Oh, la cochonne! Mais jusqu'où c'est à cette femme-là qu'on confie le 20 heures. C'est moche. Ah, c'est pas beau. Ah, c'est pas beau. Ah, non. Ah, c'est pas beau. Et elle ajoute, pour enfoncer le clou, en attendant, Enfoncer le reste. à tous les niveaux, les hommes ont plus compté pour moi. Ah bah oui, je comprends. Ah oui, c'est bien. Ah oui. Ah non, mais moi je suis bouleversé. Ah non, hein. c'est... Ah mais c'est renversant, hein. Ah oui, ah oui. Et puis alors une photo avec Émilie. Alors Émilie, ça doit être une rescapée. Une chanteuse à Starac, quoi. Non, je crois qu'elle est de Secret Story. Secret Story, comme ça. Ouais. Alors Émilie, c'est un gros titre. Je me suis fait refaire le nez avec les seins.
Non, je me suis fait refaire les seins avec le nez. Non, je me suis fait refaire le nez et les seins. Dites donc. Ils n'ont pas touché au cerveau, visiblement. Il faut dire qu'elle avait un très très gros pif. Et à mon avis, avec ce qu'ils ont tiré du pif, ils ont pu regonfler les seins. Dites donc, quand elle va avoir des remontées de lait, ça va être beau. Ils ont voulu lui greffer un cerveau, mais il y a eu un rejet. Non, mais j'ai la photo sous les yeux. Il y a 2 épaules d'origine qui me paraissent encore bien. Jusqu'à 18h, nous sommes dans le grand studio RTL. Les grosses têtes, Philippe Bouvard. Autour de moi sont réunis aujourd'hui Jacques Maillot, Présent. Bernard Mabille, Présent. Pierre Combesco, présent, Éric Logérias, Présent. et Jacques Balutin. Présent. Et puis un invité d'honneur que nous connaissons bien, qui est un des fidèles des grosses têtes et un homme qui sait tout faire. Il écrit des chansons, il les interprète et il devient au cinéma le mari de Françoise Fabian, c'est Guy Marchand. Bonjour, cher Guy Marchand. Et pardonnez-moi de ne pas être à vos côtés aujourd'hui, mais vous savez, je vous connais tellement bien et depuis si longtemps que je vous imagine. Moi, je vous aime, moi. Vous revenez donc au cinéma et je voudrais vous dire à quel point ma nostalgie de Nestor Burma demeure vivace, vous savez. Je me consolerai jamais que ce Nestor-là ait pris sa retraite. Ah, ben moi non plus. Hein, moi non plus. Combien d'épisodes aviez-vous tourné ? 42, je crois, à peu près. Oui, donc. C'était toute l'œuvre de Mallet ou il en restait encore? Non, oh non, Léo, c'était... Léo, en mourant, il m'a dit, tes films, c'est de la merde, mais toi, t'es mon Nestor Burma. Il avait une tendresse agressive pour moi, et c'est un des grands surréalistes. Hein, alors, vous savez que, bon... J'ai eu du mal à l'imposer, hein, quand même, Nestor oui, Burma. Votre charme déséquilibrant parfois un petit peu l'intrigue. J'attendais pas que vous trouviez le coupable, j'attendais que votre secrétaire vous tombe dans les bras, ou que parfois une cliente, parce que vous défendiez l'orphelin, mais parfois vous couchiez avec la veuve. Ah oui, c'était un vieux dégueulasse. Hein. Alors, cher Guy Marchand, est-ce que vous avez mis hier soir votre crème anti-rides ? Non, c'est ma femme qui me la met. Ben oui. Elle me dit que je suis son accessoire vintage. Ah, oui. Très chic. Très chic. Et apparemment, ça donne de bons résultats. Hein. On a une différence d'âge monstrueuse. Au départ, je voulais l'adopter. Est-ce qu'on peut vivre comme vous, sans carte d'identité et sans ménisque ? Ah oui, les ménisques, je souffre un peu maintenant. Hein. C'est bon, j'ai la Légion d'honneur, mais j'ai de l'arthrose, je ne mérite pas non plus. Oui, on peut vivre sans mais la ménisque. carte d'identité... J'en ai pas, non. J'en ai jamais eu. Quand on est connu... Oui, mon père m'a pas reconnu, ça m'a pas gêné. Vous avez un passeport quand même. Oui, j'ai un passeport. Ah oui. T'as un permis de conduire. Ouais. Oui, ça va, ça suffit. Ouais, bah oui. Bonjour, je m'appelle Guy Marchand. Ça suffit, ça vous voulait pas. Ouais, il y en a qui m'appellent Guy Mardel. Justement, à propos du patronyme, est-ce que ça n'est pas contradictoire quand on s'appelle, et gênant quand on s'appelle Marchand d'avoir les pieds plats ? C'est peut-être embêtant, mais avec des bonnes talonnettes, on s'en sort. Ah, voilà, talonnette. Hein. Je voulais m'appeler comme mon grand-père. Émile Robas. Émile Robas. Pourquoi adresser votre dernier disque à la presse écrite et non pas aux radios ? Oh, je voulais pas ramer comme ça. Il le fout à la corbeille. Vous savez ce qui s'est passé pour Henri, pour Salvador. Bon, tout. On est ringardisé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut qu'il y ait de la place pour les jeunes. On est un peu ringardisé. Bon. On envoie son disque et puis vous le foutez à la corbeille. Il vaut mieux avoir un visage pour donner son disque et savoir ce qu'il en pense, même s'il n'est pas convaincu. Je regrette Eddie Barclay. C'est vrai. Je regrette Eddie Barclay, mon gros Carlos, auquel j'en parle jamais au passé. Hein. Mes amis, j'en parle jamais au passé. Dit souvent, le show est fini
Et maintenant, il n'y a plus que le business. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que bon, les radios ont leurs pressions, ils ont des pressions commerciales, tout a changé. On peut rencontrer des programmateurs très sympathiques qui vous disent oui, mais là, bon, vous n'êtes pas le profil. Ça ne correspond plus. C'est ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est d'aller, par exemple, je ne sais pas, à Sochaux, en hiver, quand il pleut. Ah oui, et quand il neige. T'as jamais fait ça? Si on n'a pas une Peugeot à acheter, on se demande ce qu'on branle là. Et ben là, tout d'un coup, à 8h30, il y a 1000 personnes qui arrivent. Écoutez, c'est la nuit des morts vivants, ils arrivent de la forêt alsacienne. Ils remplissent entièrement une salle. C'est les trolls pour écouter pendant 2 heures des chansonnettes. Enfin, des chansonnettes qui sont des petits chefs-d'œuvre de 3 minutes, surtout lorsque vous vous mêlez d'écrire des paroles, parce que vous êtes devenu écrivain. Je voudrais demander d'ailleurs à Pierre Combesco, notre prix Goncourt. Si, c'est moi ici. Oui, s'il a déjà écrit des chansons. Non, jamais. Pourquoi? C'est trop compliqué. Ah, vous voyez, hein? Ouais, c'est le grand art, la chanson. Tout dire avec 200 mots seulement, il n'y a pas beaucoup d'écrits. Non, mais il faut avoir plus que ça. Il faut avoir la chanson dans la tête. Non, c'est difficile. C'est bien il faut être François Villon pour écrire des chansons. Ouais, mais il fait plus rien. Non, mais moi j'en parle au présent comme mais c'est bien que ce soit un Goncourt copain qui dit ça, alors que Gainsbourg disait que la chanson était un art mineur. Vous dites que c'est du grand art, donc c'est bien. Ah bah oui. Guy Marchand, est-ce que vous avez oublié Destinée, la chanson à succès des Sous-doués en vacances? Destinée. Bon, je ne veux pas cracher sur les conneries que j'ai fait. C'est une chanson qui a été commandée. Vraiment, c'est Claude Zidi nous avait demandé d'écrire avec Cosma une connerie, le tube de l'été. Donc je me suis fait piquer mes droits d'ailleurs parce que j'ai laissé tout à l'encan. Et donc alors un truc qui ressemblerait à l'été indien. Bon, bah alors pourquoi pas l'été indien à l'envers? Hein, l'été indien, non, elle fait pas, c'est les mêmes notes mais à l'envers. C'est du verlan musical. C'est ça, bon, et puis bon, les paroles, elles sont énormes, quoi. C'est un personnage un peu décadent que je faisais dans le Zidi. D'ailleurs, c'est mon film préféré. C'est le film préféré de mes enfants. Mais où j'ai été vexé, c'est que je venais de faire un beau disque de jazz, un peu sophistiqué. Bon. J'étais très très fier de ça. Celui sur lequel il y avait Croner, tout ça, non? Non, le taxi. Je me rappelle plus, un truc qui n'est pas passé. Qui n'est pas passé. J'ai vendu ceux que j'ai offerts. Et Destinée a été un gros succès. Destinée m'a vendu 250 000. Cet album s'intitule Aujourd'hui on se taille. Je sais que c'est beaucoup de gens qui se sont mariés là-dessus, quoi. Et il y en a beaucoup qui vont divorcer sur Aujourd'hui on se taille. Hein. Alors. Oui, Fifi, je t'écoute. Non, je vais vous dire, c'est la première fois qu'on chante aussi bien, non pas l'amour, mais le désamour. Alors, ça nous a inspiré une recherche. Nous avons retrouvé une histoire de Jean-Yann qui illustre parfaitement cet état d'esprit du conjoint qui veut quitter sa conjointe. Le mec, il arrive, il dit Jeannette, je viens de gagner au loto, j'ai gagné 1 million, fais tes valises. Alors elle dit, ah bon, où on va? Il dit, on va nulle part, je te vire. C'est la plus courte, hein. Et puis alors, voici donc un film qui voit votre retour très attendu au cinéma. L'arbre et la forêt. Alors, pas avant le 3 mars, mais bon, on sera patient. Et c'est une façon de tromper notre impatience que d'en parler dès aujourd'hui. Est-ce que vous avez hésité avant d'interpréter devant la caméra un homosexuel? Oh, c'est con. Pour hésiter à pas le faire. Enfin, j'aurais été assez con pour pas le faire. Mais ma femme, elle l'a lu et elle m'a dit, si tu le fais pas, je te parle plus.
Ah oui. Non, et puis ils m'ont eu par la vanité. Ils sont adorables. Voilà. C'est Olivier Ducastel et Martineau. Là. Ils sont descendus dans le Midi, parce que j'habite dans le Midi, figurez-vous. Je suis le vieux beau de Provence. Et donc, ils m'ont eu par la vanité parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient Sean Connery puis qu'il était trop cher. Ah oui. Non, c'est quand même une belle bien, histoire. hein. C'est une belle histoire vraie d'ailleurs, qui se passe un peu chez les bourgeois. Quoi. D'ailleurs, nous, leurs proches, on nous dit tiens, c'est un peu babacool. J'ai dit bah bon, alors faut faire un autodafé de Mauriac, de Stendhal, de Balzac. Tout peut se passer dans des millions de bourgeois, et surtout le malheur, la jalousie, tout ce qu'on veut, et même l'homosexualité. Donc c'est un type qui a été dans un camp de concentration pendant la guerre pour homosexualité, et qui voulait être chef d'orchestre, et qui écoute du Wagner en disant une phrase qui m'a régalé: cette musique n'appartient pas à ces salauds. C'est bien. Et donc le personnage est vachement attachant, et je suis le mari de Françoise Fabian. Ah bah oui. C'est bien, c'est bien. Qui joue un homme, donc. Ça, Françoise Fabian, du C'est un coup. privilège. Ouais, elle doit jouer un homme, sûrement. c'est un très beau couple que vous allez former avec Françoise Fabian. Et alors, pour illustrer ces épousailles de cinéma, nous avons retrouvé un autre document, une confidence de Françoise Fabian elle-même aux grosses têtes, qui nous avait raconté comment un soir, un inconnu lui avait offert des gants de satin. Il y a un monsieur qui est venu dans les coulisses, enfin à la sortie du théâtre, et il me paraissait vieux, ce monsieur. J'avais 22 ans, ou 21 ans, ou 22 ans. Avec une grande boîte, il me dit mademoiselle, j'aimerais bien, voilà, c'est un cadeau pour vous, j'aimerais bien que vous l'ouvriez. Alors j'ouvre la boîte, une grande boîte longue, je me méfiais beaucoup. Mais non, même si ça avait été... Non, c'était plus joli que ça, c'était une grande paire de longs gants en satin rouge. Ah bon, merci monsieur. Ah, il me dit non, je voudrais que vous les mettiez et que vous les enleviez devant moi. Je me suis dit, il veut que je joue Gilda. Oui, bah oui. Alors j'ai joué le jeu, j'ai mis les gants et j'ai fait tout un striptease aux gants. Voilà. Dans les couloirs du théâtre Michel. Il était content. Très content. Bon, ça lui fait un beau souvenir. Cela dit, il a repris les gants. Hein. Ça a dû servir pour quelqu'un d'autre. L'invité surprise. Allô, Jean-Luc Guignard? Oui, bonjour Monsieur Bouvard. Bonjour Monsieur Guignard. Alors, vous venez d'ouvrir un musée Harley-Davidson, hein? Eh oui. Dans un endroit où habituellement on n'ouvre pas ce genre de musée. C'est le vignoble nantais, hein? Voilà, on a plus souvent tendance à ouvrir une bouteille de muscadet qu'un musée Harley-Davidson. Voilà. Alors vous êtes un fanat de Harley, naturellement. Oui, je suis passionné par la marque depuis pas mal d'années. Je suis aussi collectionneur de motos en général depuis une trentaine d'années. Et puis là, donc... Est-ce que vous n'avez pas cette tendance en commun avec Johnny ? Oh si, certainement. Oui, il aime les Harley, Johnny, beaucoup. Alors, je lis dans l'article qui m'a donné l'éveil, je lis que la Harley-Davidson est finalement une très bonne façon de visiter la province, d'apprécier le paysage. Et pour nous, c'est d'abord un engin qui va à des vitesses très élevées. Non, pas très vite, pas très vite. C'est un moteur lent. Ouais, disons que maintenant, c'est vrai que les Harley, comme avec toutes les limitations de vitesse et tout ça, donc ça ne sert plus à rien d'avoir des motos très très rapides, et donc beaucoup de gens se sont mis à la Harley parce qu'elle permet de rouler dans des belles régions, de se faire plaisir, de rouler en équipe, et justement, on va pouvoir recevoir tous les chapters. Comment la marque est-elle née ? Alors la marque, elle est née donc avec Arthur Davidson et Bill Harley à Milwaukee. Et donc, on raconte dans ce musée, justement, toute l'histoire, comment ça s'est passé. On fait on a des bandes-son, on a de l'image, des vieux films, on a reconstitué la cabane Harley-Davidson. Ça se passait en quelle année ? En 1903. Oui. Ah. Et c'est parti de quoi ? On dit que c'est parti d'une moto, d'une mobilette, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Oui, c'est parti d'un vélo à moteur de Dion-Bouton. Voilà. À de Dion-Bouton, en plus, c'est français, ça. Ce qui est génial, c'est le bruit de l'échappement. Hein. Ah oui. Oh là là. Et les choses de Bardot.
Et d'ailleurs, au début du siècle, on parle de bruit, c'est vrai que le bruit de les Harley, mais au début du siècle, on cherchait à faire une moto silencieuse, parce que les motos faisaient peur. C'était le début de la moto, et il fallait donc pas faire trop de bruit. Et... Alors, Gainsbourg et Bardot ont beaucoup fait pour la promotion et la gloire de la marque, hein. Bien sûr, la Harley a toujours été célèbre, même dans le cinéma, un petit peu partout. L'équipée sauvage avec Brando. Bien sûr. Moi, je voudrais vous confier un souvenir personnel qui me fait prendre un peu mes distances avec cette belle moto. C'est quand je suis arrivé au service militaire dans un peloton de sécurité routière. On m'a mis sur une Harley Davidson. On l'a démarré dans la cour de la caserne, mais on m'a pas dit où était le frein. Alors j'ai dû attendre qu'il n'y ait plus d'essence. Ah oui, vous avez dû passer un bon moment. Ça devait être long, non? Et d'ailleurs, ça a inspiré à mon adjudant de l'époque cette comparaison. Il a dit, Bouvard sur une moto, c'est un crapaud sur une boîte d'allumettes. On visitera pour pas trop cher, j'espère. Oui, on reçoit les groupes environ 15 € par personne et on va recevoir des groupes sur réservation. Mais c'est aussi un musée spectacle. Donc on va ramener les gens dans le passé, quoi, les ramener un siècle en arrière et pouvoir les faire rêver, leur faire découvrir ce monde du début du 20e siècle. Est-ce qu'il y aura des essais? Je ferai peut-être quelques démonstrations avec de la Harley début de siècle, oui. Ah bah oui. Début de siècle, oui. C'est les gros cubes au pays du gros plan. Voilà, exactement. Eh bien, merci, monsieur Gagnard, et tous au musée Harley à Mesdon-sur-Sèvre. C'est à 15 km de Nantes. Votre nouvelle épouse, comment et quand l'avez-vous rencontrée? À l'école. Oh, ça alors. Oui, je faisais la sortie des cours des écoles. Non, j'aime bien en parler, hein, je frime un peu. J'avoue humblement mon orgueil. Je l'ai rencontrée, elle avait épousé un Français, très sympathique d'ailleurs, qui aimait la Sibérie, qui était un écolo, aventurier. Il me l'a ramené à Chantilly, j'allais jouer au polo, moi, vous savez, je suis un aristocrate de la roture. J'étais le Che Guevara du polo, d'ailleurs. De la roture et de la rotule, hein. Oui, enfin, ça, je me suis bien fait mal. Je disais beaucoup plus facilement, on va te faire enculer, comment allez-vous. Et le roman que j'ai écrit sur le polo, d'ailleurs, m'a fait quelques ennemis, d'ailleurs, dans le polo. J'ai les meilleurs amis que j'ai rencontrés dans le polo, en définitive, ça a été les chevaux. Alors je l'ai rencontré, bon. Puis je me suis aperçu que quand j'étais jeune, Fifi, tu te rappelles, à l'époque où je faisais Al Johnson, tout ça, j'étais quand même assez beau. Je ressemblais un peu à Rudolf Valentino. Complètement. Il y a une dame, d'ailleurs, au festival de Rudolf Valentino, au musée d'Orsay, où j'ai emmené ma femme, qui m'a dit qu'est-ce que vous lui ressemblez? Il m'a oublié. Je m'étais fait même la petite cicatrice sur la joue pour lui ressembler plus. Bon, donc, j'avais l'air d'une gravure de mode, et ça marchait pas tellement parce que j'étais assez démodé à l'époque. On avait l'air d'un représentant de commerce ou d'un chanteur de tango. Calamis. Maintenant, c'est plus avec Banderas et tout. J'aurais plus de succès. Enfin, quand même, j'avais assez de succès avec les dames. Maladroit comme j'étais. Je faisais de l'effet. Oui. Et après, je me suis aperçu, et notamment avec ma femme, que ça marchait mieux, qu'il fallait faire pitié. Oui, il faut essayer le rôle. Et donc, je crois que je lui ai fait pitié. D'ailleurs, elle a fait une déclaration, elle a dit un chien comme ça, perdu, je l'ai ramené chez moi. Enfin, dites, attendez, Guy, vous n'avez quand même pas troqué le pur sang contre le déambulateur. Mais elle a dit 70 000 km, Fifi, ça y est, je suis passé de l'autre côté, Faire pitié, écoutez, je vous ai vu il y a 3 jours sur un quai de gare. Vous étiez un jeune homme sous votre chapeau mou. Très joli chapeau et très joli. C'est un Borsalino, ça. C'est un mec. Non, c'est le chapeau de mon papa. Je le vois encore en 45 avec ce chapeau, avec 2 jerrycans d'essence parce qu'il trafiquait de l'essence. Il était garagiste. Quelques questions. La première vient de Madame Royer-Donfleur qui a dit le tango, c'est votre spécialité, mon cher Guy. Le tango, je me demande pourquoi ça se danse debout. C'est joli ça. Ça pourrait être. C'est un chanteur? Carlos Gardel? Non, c'est un homme de scène qui n'a jamais chanté alors qu'il savait tout faire. Mais pas ça. Raymond DeVos? Non, un peu avant. Un peu avant. Un homme de
c'est de scène. Un one-man schiste. Oh, il faisait des pièces de théâtre. Robert Lamoureux. Comme on ne voyait que lui, c'était déjà du one-man show. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Très bonne réponse. Le balutin. De Balutin. C'est notre Le balutin. balutin très aidé par les autres. Ouais. Tu m'as aidé, toi? Par l'esprit, oui. Alors, si les joueurs de polo vous en veulent de les avoir dépeints sans complaisance dans votre livre, est-ce que les chevaux vous ont conservé leur amitié? Ah oui, oui. Ils me murmurent à l'oreille. J'ai gardé trois. Ma femme monte la plus petite, sans celle d'ailleurs. Elle a ses antécédents mongols, parce qu'elle est moitié russe, moitié bourriate. Les Mongols de Sibérie. Et on vit avec nos 3 chevaux, notre chat et nos 2 chiens. Est-il vrai que les chevaux de polo sont les plus chers? Oui. Hein, c'est ça? Non, c'est les chevaux de course les plus chers. Oui. Mais ils peuvent valoir très très cher. Il en faut 5 pour faire une partie de high roll. Mais oui, effectivement. Moi, j'ai été toujours, pendant près de 35 ans, entre la ruine et l'hôpital. Ah ouais. J'ai refusé de faire les visiteurs pour aller jouer à la boule. J'ai changé d'agent. Il m'a viré. Enfin, c'est quand même un sport de riche parce que le polo coûte beaucoup plus cher que le Marcel. Hein. Bravo. Oui, c'est vrai, mais je sais pas, c'est la décadence de ce sport. En plus, elle m'a dit, tu veux jouer au polo, alors je t'emmène chez moi, tu verras, tu vas jouer du vrai polo. Alors elle m'a emmené en Mongolie, à Karakorum, l'endroit où est parti Gengis Khan pour conquérir un empire 3 fois comme l'empire d'Alexandre. Il s'est arrêté à Vienne. Et donc là... Ils font du polo là-bas ou ils font du... Ah oui, avec des têtes. 2000 ans. Depuis 2000 ans. Oui, En polo. 2000 ans. Oui, avec des têtes coupées. À l'époque, ils jouaient avec la tête du vaincu. Mais oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de maillet? Ils ont des maillets, des maillets de polo. La tradition fait que les maillets sont... On ne veut pas emmerder tout le monde. Elle m'a dit, surtout, parle pas de polo, ma femme. Tu vas emmerder tout le monde. Mais non, on connaît pas. On connaît pas. C'est le plus vieux sport du monde. Mais je suis sûr que Pierre Combesco, qui est critique chorégraphique à des heures qui sont loin d'être perdues... Oui, de jouer au polo. Avec la tête de Clermont. Vous pouvez certainement assimiler un match de polo à un ballet. Hein? Oh, ben comment? Et comment? Moi, quand je rentre dans Gisèle, je rentre avec mon maillet. La malheureuse. Oui. Non, mais le polo, la chose difficile dans le polo, c'est ni le cheval, ni le maillet. C'est de trouver l'homme idéal pour livrer sa tête. Voilà. Qui accepte qu'on la décroche, surtout. Oui, c'est ça. Une deuxième citation, toujours sur le tango, envoyée cette fois par Madame Romer de Besançon, qui a dit... Le tango, 2 points. On ne voit que des figures qui s'ennuient et des derrières qui s'amusent. C'est pas Michel Audiard? Non, alors c'est antérieur et c'est pas quelqu'un qui a fait carrière dans le spectacle mais dans la politique. De Gaulle. Oui. Non, c'est avant. C'est avant De Gaulle. Clémenceau. Attendez, je crois avoir entendu. Clémenceau. C'est Clémenceau. Bonne réponse de Jacques. Oh, Clémenceau. Bravo, Jacques. C'est Amadou qui vient de me téléphoner. Mais c'est vrai qu'il y a un air très, très sérieux quand même. Les danseurs de tango, ils se marrent pas, quoi. Hein. Parce que c'est tragique. Non, par rapport au flamenco, il y a la dérision dans le tango. Il y a cette espèce d'emphase, d'exagération. Et la femme est sur un piédestal dans le tango. L'homme est martyrisé. Toutes les chansons de tango, on dit tout ça, est la musique des cornudos. C'est la musique de cocu. Ah oui. Ils sont toujours... c'est fantastique, le tango. Il y a une distance par rapport au tango. C'est le tango anglais qui est devenu sans humour. C'est-à-dire, ils s'en ont emparé. Dans les années 30, les Anglais ont mis au cinéma, alors que la musique était très populaire. C'est une espèce de blues de l'Amérique du Sud. Il n'y a rien de plus émouvant que de voir 2 sexagénaires à Buenos Aires danser el tango rabalero. Pourquoi sexagénaire? On ne peut pas danser le tango plus tard, non? Ah, Fifi, tu peux le danser jusqu'à 100 ans, toi. Surtout sans recul. Non, je trouve que c'est... Non, franchement, ça, c'est une passion. La plus belle phrase que j'ai entendue sur le tango, c'est une pensée triste qui se danse. Ah oui, très joli. C'est quoi, c'est Borges? Je ne sais pas qui a dit ça. Mais quelle est la différence entre milonga et tango? La milonga, c'est un tango
Oui, lent, mélopée. Le rythme de tango, quelquefois, on le devine. Quelquefois, il y a la milonga que je connais, c'est primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que s'escaparon con el viento. Et vous savez ce que ça veut dire? D'abord, il faut savoir souffrir, ensuite aimer. Oui, mais eux, ils parlent pas français. Non, mais ça fait rien, on s'en fout. Gonfle le prix Nobel. Mais oui, on s'en fout. Non, mais les écrivains sont un peu gonflants par moments. Oui. Alors, je vais vous dire une chose. Le tango, vous venez de dire une chose, c'est que la femme, d'accord. Mais au début, c'était dansé par deux mecs. Mais parce qu'ils n'avaient pas de femmes, ils s'entraînaient. Mais non, il y a toujours des femmes. Mais porteño, mais non, non, c'était il ne connaît rien ou quoi? Non, mais enfin, je vous en prie. Non, mais je vous en prie. À Buenos Aires, mais j'ai fait mes premiers pas aux colonnes. Comme danseuse étoile, alors je peux vous le dire. Vous avez été la maîtresse de Laval aussi, non? Ah non. Au gros colonne. Ça, c'était à Vichy. Mais non. Ça, c'était l'Élysée-Palace à Vichy, oui. Oui, non. Le tango a commencé avec les hommes. C'était une danse de marlou. Oui, les marlous, mais ils dansaient entre hommes pour s'entraîner. Voilà. Oui, mais c'était plus facile. C'est la bonne femme vous aveugle. Après, la finalité, c'était la femme. La bonne femme vous aveugle. J'ai compris tout de suite. Bah oui, bien sûr. De Monsieur Borin, dans quel tango peut-on entendre ces paroles? Pourvu que le ciel nous soit clément et nous épargne le tourment d'une ville sous la pluie. Jalousie? C'est l'hymne argentin? Non. Jalousie, la comparsita. Alors c'est bien de chez nous, je peux vous dire, et ça remonte à 1964. C'est une chanson de Guy Marchand? Non, d'un autre Guy. D'un autre Guy. Guy Mardel. Béard. Guy Lux. Guy Lux. Ah, alors ça serait... Et qu'est-ce que c'était? La danse des canards? Non. Le générique d'Interville? C'était le tango d'Interville. Bonne réponse de Balutin et merci à Logérias. Ah, dis donc. Ah, c'était de la belle musique, ça. Ah, bah oui. Et là, je crois que ça avait été dansé au départ par Guy Lux et Léon Zitrone. Oui, mais c'est parce qu'il s'entraînait. Voilà. Ça devait faire un beau couple de danseurs, tout là. S'il lui marchait sur les pieds, Guy Lux devait avoir très mal, quand même. Parce que... Guy Marchand, quel souvenir avez-vous gardé de votre passage à la Légion étrangère? J'ai gardé mon antimilitarisme, mais j'ai trouvé une famille. Et une famille rude, virile, hein? Oh, à l'époque, c'était le désert des Tartares. Hein. Ah ouais. C'était la fin, pas tout à fait la fin de la guerre d'Algérie, puisqu'on a fait les plâtres, on a déménagé. Les valises, quoi. On a fait les valises. Je pense que ça... Alors, je voudrais pas dramatiser le débat, là. On est un peu là pour déconner. Dis-le en rigolant. Mais moi, j'ai essayé de me marrer. C'est pour ça que j'ai été très fier de faire un métier d'enfant. J'en avais marre des grandes personnes. En venant d'Algérie, la gauche, oh la vache, la gauche. Mitterrand qui disait, en Algérie, la seule négociation, c'est la guerre. Pourtant, c'est quelqu'un que j'aurais pu apprécier. Hein. La fidélité en amitié ou des choses comme ça, il m'aurait intéressé, ce monsieur, il avait du charme. Mais alors, cette phrase-là, elle est restée en travers de ma gorge. Donc, je me suis jamais intéressé à la politique. La droite, effectivement, l'égoïsme bourgeois m'a toujours un peu dégoûté. Et la gauche, un océan d'ennui. Vous êtes rentré en bateau, alors? Je suis rentré en avion, monsieur. Et le jour où Ben Bella est arrivé, avec toutes ces je croyais que l'aéroport est vide. Et il y avait 100 000 personnes qui scandaient Yahya Ben Bella. J'ai enlevé le béret vert, j'ai enlevé les galons de soubite que j'avais, j'ai enlevé mon truc de para, j'ai enlevé tout le bazar et... Je suis parti comme Gabin dans le film. Je me suis parti et j'ai jamais revu l'Algérie, que j'aimais. Ce pays merveilleux où il y avait des gens... Quel gâchis. Alors là, vous me plantez un peu parce que c'est assez émouvant. Non, mais écoutez, on était ému par une belle image, de voir des gens... on était ému par ce souvenir lointain, très personnel, avec et que vous évoquez que très rarement. Hein. C'est toujours les petits qui en ont pris plein la gueule, tous ces pieds noirs qui avaient adoré ce pays, qui étaient là avec leurs valises sur le coin, les harkis qu'on faisait descendre des bateaux
Alors ça aussi, j'en veux à un ministre ou je sais pas à qui a interdit aux harkis d'embarquer. Ça, c'est vraiment... Et moi, c'est à cause de ça que j'ai fait ce métier d'enfant et que je suis très, très fier de faire ce métier de désennuyeur, alors que j'ai rencontré tellement d'emmerdeurs dans ma vie. Bravo Guy Marchand. Et pour vous changer les idées, je vous emmène à Washington pour retrouver notre auditrice du bout du monde. Bonjour Sandrine Schulz. Bonjour Monsieur Bouvard, comment allez-vous? Ah bah écoutez, bien, c'est un plaisir d'entendre quelqu'un qui nous écoute et qui nous écoute si loin, hein, avec... Ah bah écoutez, le plaisir est pour moi, naturellement. Qu'est-ce qui vous a fait partir de France pour vous installer et de Belgique pour vous installer aux États-Unis? Éric Besson. Ben écoutez, ma mère est de La Rochelle et mon père était américain, donc. Je connais bien votre père, Papa Schulz. Oui, et votre sœur, Barbara. Oui, Barbara, oui. Exactement. D'ailleurs, c'était son nom. On l'appelait toujours Papa Schulz. Mais ma mère voulait que je connaisse les deux cultures de la France et de l'Amérique. Donc, je suis venue ici pour étudier. Et bon, ben, je ne suis pas revenue pour habiter, mais j'ai continué à habiter ici. Maintenant, je travaille à Washington, D.C. pour l'administration de Obama. Ah, bah dites donc, bravo. Vous habitez à Washington? J'habite à Washington, dans le centre de Washington. Vous connaissez ma fille? Ah, bah écoutez, je sais pas, non? Bah alors, vous habitez pas à Washington, si vous connaissez pas. Est-ce que vous êtes marié à un Américain? Oui, je suis mariée avec un Américain et puis voilà. Bah oui. Et vous faites quoi, alors? Elle est dans l'énergie. Dans l'énergie. Dans l'énergie, exactement. Je suis dans l'énergie et je conserve, comme on dit, l'énergie pour la marine, d'ailleurs. Mais alors, comment on écoute les grosses têtes à Washington quand on travaille pour le gouvernement? Sur l'Internet. Sur l'Internet avec... bon, ben, je vous écoute le matin et puis voilà. Donc, c'est un grand plaisir de vous re-entendre à faire l'Internet. Ça fait très longtemps. Est-ce que vous expliquez à votre mari ce que c'est que les grosses têtes? Oui, surtout les blagues. C'est vraiment marrant. Et même, j'ai écouté l'émission avec Annie Cordy, qui était vraiment superbe. Eh ben, merci. Naturellement, hein. Oui, j'ai grandi avec Annie Cordy. Merci beaucoup, et je vois que vous êtes une fidèle, et je vous en remercie. Absolument. Merci, et on vous souhaite une belle carrière et beaucoup de bonheur. Sandrine Schulz. Guy Marchand est l'invité de Philippe Bouvard aujourd'hui. Et la boxe, Guy Marchand, vous en faites encore? Non, bien sûr que non. Mais j'ai commencé comme ça. Et ça, franchement, c'est la salle de boxe de la rue de Crimée. Il y avait une salle de boxe où il pleuvait, parce qu'il y avait des tôles ondulées au-dessus. Voilà. Et il pleuvait sur le ring un peu. Comme dans les films. Alors, le vieux professeur qui avait été champion de boxe en 1927, il mettait des gamelles. Et quand les mômes foutaient les gamelles en l'air, il nous donnait des coups avec son gant. Il avait son gant qu'il n'enfilait pas, mais il nous tapait avec son gant. Et il nous disait, évitez les gamelles, c'est bon pour le jeu de jambes. Oui, c'est sûr. Et il était extraordinaire. Il était un vieux monsieur qui marchait vraiment péniblement dans la rue. Et il avait mis dans l'escalier une corde de ring. Ah. Et alors, il tirait la corde jusqu'au premier étage. En dessous, il y avait un lavoir, mais les lavoirs anciens, vous savez, avec ces grosses dames dans la vapeur, qui rient, vous savez, et puis qui tirent des linges. La merdonnie. Et la vapeur chauffait notre ring. Ah ouais. C'était très humide et tout. Et il montait comme ça, péniblement. Il enjambait péniblement les cordes du ring. Et là, tout d'un coup, il dansait. C'était Fred Astaire. Hop. Il avait 20 ans de moins. Et j'ai adoré la boxe. Adoré la boxe. Ça, c'était avant la Légion. Oh bien, oui, j'ai commencé, j'en prenais plein la gueule. Mon père m'avait dit, j'en ai marre que tu prennes du claque. Maintenant, c'est toi qui vas les donner. Il m'emmenait dans une salle. Voilà une éducation bien faite. Alors, une question de Monsieur Maury de Toulouse. Quel coup de tonnerre a-t-il éclaté le 17 avril 1970 dans le monde de la chanson et de la musique? Les Beatles se sont séparés. Les Beatles se sont séparés. Bonne réponse de Logérias.
J'ai une histoire sur les Beatles. Oui. Vous connaissez la différence entre les violons de l'opéra et les Beatles? Non. Ça fait 30 ans qu'ils jouent plus ensemble. Et la question de Monsieur Félix de Poitiers. Dans quelle émission de télévision Enrico Macias a-t-il fait sa première apparition? Et c'était le 5 octobre 1962. C'est l'émission de dimanche avec Marcillac, non? Non. Non. Et Jean Noin? Non. Ah non, c'était J'ai après. quitté mon pays. 5 colonnes à la une. 5 colonnes à la une. Bonne réponse de Bernard Mabille. Car c'était évidemment un phénomène un reportage, que ouais. le pied noir qui se réinstallait et qui tentait une nouvelle carrière en métropole. L'instituteur. L'instituteur, oui. Ils ont sorti un coffret DVD de 5 colonnes à la une et on voit ce reportage. Pourquoi, Guy Marchand, ne buvez-vous plus que de l'eau? Pour garder la ligne, peut-être, parce que, bon, avec la femme que j'ai, pas avoir de ventre, c'est la moindre des politesses. Puis peut-être parce que j'en ai un peu bu à un moment de ma vie. Oui. Bon, mais Habité trop près de Bordeaux pendant longtemps aussi. Ah, oui, et puis là, on appréciait effectivement le vin. Oh, je peux boire un verre de vin de temps en temps, si mon corps personnel vous intéresse toujours. Est-ce que vous buviez quand vous tourniez Boulevard du Rhum avec Bardot? Ah, là, mais c'est un souvenir extraordinaire. Moi, j'aurais dû... Je finissais ma carrière, là, j'avais atteint le Saint Graal du Playboy. En plus, Lino Ventura, avec la pudeur qu'on lui connaissait, hein, c'est quelqu'un que j'adore. Lino, c'était vraiment... Puis en plus, c'est grâce à lui que j'ai fait le film. Parce que je l'ai rencontré à la Gaumont, et il arrive, et il se tourne vers moi, il fait « T'as pas fait le premier pas, toi ?» Premier pas, c'est la boxe à Wagram, ou alors à Porte-Pouchet, ou je sais pas où. Je dis, ouais, j'ai fait un peu de boxe. Ah ouais, ben moi j'ai fait du catch. Non, il avait fait la lutte gréco-romaine. Ah oui. Et il s'est pété la jambe au championnat de France ou d'Europe. Et c'est après qu'il a fait du catch. Mais c'était un vrai sportif. C'était la lutte. Alors on a commencé à parler à un niveau intellectuel beaucoup plus accessible. de boxe et de trucs. Et alors, j'ai eu un rôle là. Ah bon? Ah ben je vais voir ça, tiens. Et puis du coup, comme c'était une coproduction espagnole et que le casting était très 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 français avec Bardot, Lino et tout, ils auraient voulu que ce personnage de Romuald ce soit un espagnol. Il y avait plein de playboys disponibles pour embrasser Bardot. Mais alors dites, Guy Marchand, oui, Lino Ventura vous avez pris sous son aile, oui. mais Bardot aussi, hein? Alors là, je vais pas. Malheureusement, je n'ai pas eu les performances de Gainsbourg. C'est non, j'ai eu un. Enfin, c'est une dame intéressante. Hein, ah oui, oui. Quand même, parce que le symbole, c'était intéressant. En plus, elle faisait la reine des Oukoula. J'avais un petit cachet dans une énorme production, énorme. Hein. J'avais un rôle en noir et blanc dans un film en couleur. Et un rôle muet dans un film parlant. Faut quand même t'en sortir. Pour commencer au cinéma, oui. On a fait mieux. C'est intéressant, non? Ouais. Et alors, Lino avait cette pudeur, vraiment cette pudeur. Hein. Je crois que je l'ai vu embrasser Annie Girardot, peut-être une fois dans un film, mais jamais il ne voulait pas faire des scènes trop, disons, proches de sa personnalité. Et donc, du coup, il fallait amortir le symbole sexuel. Donc, alors, à chaque fois que j'entrais en scène, je lui roulais un patin. Il y a pire, hein, quand même, comme scène. Hein. Ah bah ça, mon premier baiser de cinéma, j'étais surpris, hein, parce que c'était un détartrage. Du coup, ça n'avait pas besoin d'être parlant, en fait. Ah bah ouais, faut pas perdre son texte. Là. Et ça, franchement, cette belle expérience avec cette merveilleuse femme, qui est sur les timbres, en plus, franchement. Mais enfin, vaut mieux l'aller chez elle que aller chez le timbre, quand même. Question personnelle au grand sportif que vous êtes, mais bon, personnage très complexe quand même. Est-ce que vous avez en vous, comme votre personnage du film, une part de féminité? Alors les hommes qui l'ont pas assumé, les pauvres, ça fait quoi? Ça fait des soudards ou des cons. On assume tous notre part de féminité, enfin, la générosité. Et soudard ne veut pas dire en dessous de la bite.
Écoutez. Précisons. Pas de problème. Pas de problème. Oui, mais enfin, oui, après tout, c'est pas oui. ce qu'il vient de dire. Bah non, Non, elle est dure, mais c'est pas con. Mais bon, il me pose une question quand même un peu... Oui, un peu intéressante, c'est vrai, pardon. Un peu intéressante, donc moi je veux bien qu'on continue là-dessus. Non, parlez de pas féminine, Guy. Mais c'est vrai qu'un homme qui n'assume pas le côté féminin est complètement déséquilibré. Bon, on n'est pas obligé de pratiquer la sodomie pour assumer son côté féminin. Non. Problème. Une robe du soir. Les qualités. Une robe du soir suffit. Hein. Souvent la générosité, la sensibilité. Et beaucoup de choses comme ça. Et surtout le goût de la vie. Bon, est-ce que vous croyez en Dieu ? En Dieu, écoutez, toute apparition sera la bienvenue. Dieu gagnerait à être connu. Et puis alors là maintenant je vais faire des citations. Si Dieu n'existe pas, s'il n'y a rien après la vie, alors là j'ai payé ma moquette sûrement trop cher. Ça c'est pas moi, c'est Woody Allen. Pourquoi ne prenez-vous jamais l'ascenseur? Parce que vous n'avez pas envie de monter au ciel? C'est seulement pour entraîner mon petit cœur de sexagénaire. Enfin, de septuagénaire. Oui, surtout que t'as une maison de plein pied, alors t'as pas besoin de prendre l'ascenseur, ça serait con. Oui, mais dites donc, dans la nouvelle tour de Dubaï, ça va vous poser des problèmes, hein? Oui, mais je vais rarement par là. À Dubaï, oui. Faut partir avec un sac à dos, hein, parce qu'il y en a pour 3 jours. 820 mètres. Ah oui. Il y a, je crois, 240 étages. Mais il n'y a peut-être pas d'escalier, hein. Ils ont peut-être pas fait d'escalier. Ah bah, ils sont obligés, non? Ils sont obligés pour évacuer. En cas d'incendie. En cas de panne. Tu sautes, oui. Il y a des parachutes. Quand vous êtes dans votre province, Guy Marchand, votre province qui est aussi votre Provence, j'imagine que vous ne coupez pas les ponts avec la civilisation culturelle, hein? Il y a longtemps que je les ai coupés. Alors, je voudrais simplement vous faire entendre quelques conseils, et en même temps des conseils vécus, de Chevalier et Las Palais en matière de sortie culturelle de vacances. Est-ce que vous sortez le soir, vous? Ah oui, mais pas que le soir, hein, dans la journée aussi. Bah oui, je vais faire les courses, je vais au marché, je vais à la sécurité sociale, je vais laver ma voiture, Non, mais quand je parle de sortie, je parle de ce qui est culturel, les conférences, les expositions, le théâtre, le cinéma, l'opéra... Oula, non, pas ces conneries-là, non, avec ma femme, on aime bien sortir le soir pendant les vacances. Puis l'hiver, à Paris, il n'y a pas grand-chose. Oui, puis c'est souvent payant, alors qu'en été, il y a beaucoup de manifestations gratuites. Voilà, on apprécie plus quand c'est offert. Mais pourquoi payer une place à l'opéra, hein, alors qu'on a le podium gratuit tous les soirs sur la plage au mois d'août? Surtout que le mois d'août, dans le sud, en France, c'est vraiment la pleine époque des festivals. Avignon, Arles, le Touquet... Palavas. Le plus haut de gamme étant celui de la Grande Motte. Ah oui. Cet été à la Grande Motte, en un mois, hein, on a vu 2 tournois de nains. Nicoletta, l'élection de Miss Maillot mouillé et les ballets tropicaux de Sibérie. Question de Monsieur Agache. Ça relève du domaine de la chanson, mais c'est pas facile. Sous quel nom est plus connue Janine Deckers? Annie Cordy? Non. Ah non. Elle est toujours vivante? Non, elle nous a dit l'autre jour qu'elle était baronne Léolie Cormans. Ah oui, j'ai oublié depuis. Ça serait pas elle est toujours vivante, Juliette Gréco? Non, elle a disparu après une carrière assez brève, mais assez tapageuse. Sœur Thérèse, Sœur Sourire. Sœur Sourire. Bonne réponse de Logérias. Qui chantait la chanson de Dominique Strauss-Kahn, la Dominique, nique, s'en allait, tout simplement. C'est elle. Dominique, Elle était canadienne, non? Elle était belge. Non, elle était belge. Et elle a été jouée au cinéma par Cécile de France, belge elle aussi, qui a joué sa vie. En tout cas, ça a été un tube. Oh là, énorme. Ah oui, énorme. Mais elle a été, je crois, elle a été obligée de quitter les ordres après ce succès. Ah oui, Oui, parce qu'elle était un peu coquine. Oui. Guy Marchand, à combien estimez-vous le nombre de films que vous n'avez tournés que pour payer vos impôts?
Oh, j'ai presque tout tourné pour mes impôts. Non, là, vous vous calomniez. Je suis comme vous, Fifi. J'ai toujours vécu au-dessus de mes moyens. Il y a des films que j'aurais pas dû faire et que j'ai fait, mais j'arrivais à l'heure, à chier, mais toujours à l'heure. C'est Bercy, patron. L'idéal, c'est pas de vivre au-dessus de ses moyens, c'est de vivre mieux que les gens qui vous aiment pas. Ah oui, ça serait bien. Est-ce qu'on peut dire que la publicité que vous avez faite pour le PMU vous a permis de toucher le gagnant aux courses ? Oh non, pas du tout. Je me suis fait détester souvent parce que j'ai donné quelques conseils à des gens comme ça. Ah oui. Non, j'y connaissais rien, rien du tout. Les courses, c'était pas mon univers. Non, mais le chèque était très intéressant. C'est vrai, la publicité, ça doit payer. Non, maintenant, ce qui est un peu vexant, c'est quand quelqu'un vous dit là où je vous ai préféré, c'est on joue comme on aime. J'ai dit, j'ai fait autre chose. Attends, mais bon. C'est ce que disait Hubert Deschamps. Il disait, le seul souvenir de moi qu'on a, c'est la frite à la violette. C'est sa pub. Bah, souvenez-vous de notre pauvre ami Castelli. Il avait fait pas mal de choses et on ne lui parlait que du slip éminence. Bah oui, c'est vrai. Mais 10 fois par jour chez les gens, à l'heure du déjeuner, à l'heure du dîner, à l'heure du coucher, ils finissent par s'en souvenir. Bah oui. Puis tout le monde ne va pas au cinéma alors que tout le monde a un slip. Hein. Voilà. Bah oui. Enfin, en principe. Le coup de sang de l'invité d'honneur. Oh, les coups de sang. Bon, moi, je suis pas un fou de football. J'adore le rugby parce que, bon, j'étais moustache, m'a emmené chez des vrais rugbyman à Biarritz et à Dax. Et bon, alors là, j'ai baladé Joe et tout ça. Donc, ils m'ont fasciné. Donc, alors, j'ai toujours considéré que les footballeurs étaient des athlètes et que les rugbyman étaient des héros. Mais ça me plaît de regarder franchement des athlètes dans des beaux matchs. Et alors là, les choses qui m'ont bien plu dans le foot, c'est la tête de Zidane et la main de Thierry Henry. Ouais. Et alors, j'ai entendu notamment un animateur de grande surface là, de la télé s'offusquer de ça sur le plan moral et tout un temps. Ça m'a révolté. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en plus. Alors, en plus, c'était un beau geste. C'était pur. Et puis, c'est un grand footballeur. Enfin, c'est vraiment une star. D'ailleurs, je pense qu'il s'est sacralisé par cette main. Ah oui, c'est sûr que ça restera dans les... Voilà, bon, c'était un petit... Oh, ça m'a gonflé d'entendre les gens moraliser. C'est une honte, là. Bon... Maradona en avait fait une autre. Bon, En plus, quand on veut faire un compliment aujourd'hui sur quelqu'un, on dit toujours celui-là, il n'est pas manchot. Ben non, il n'était pas non plus. Hein. Manchot, puis elle est... Alors, vous allez vous retrouver sur la scène de l'Européen le 11 mars, sachant que l'album, lui, sort le 1er février et que le film va sortir le 3 mars. Ça va être une période très agitée de votre carrière. Vous allez reprendre la clarinette ? Je joue toujours un peu de clarinette sur scène. Je suis un peu comme les clowns. De temps en temps, paf, on sort l'instrument. Bon, je fais plus les pieds au mur. Il n'y a pas que les clowns qui font ça. Vous avez vu Sarkozy. Mais, oui, bon, j'aime bien faire du musical. Ah oui, du musical. Faire du musical. Ça disparaît malheureusement. Bon, à l'époque, je marchais sur les mains, maintenant je le fais plus. Mais on fait tout ce qu'on sait faire pour arrondir l'œil du peuple. Ah oui. Quand il y a l'œil rond de toute une salle. Le surprendre. Moi, j'avais un musicien, un Gilberto Pereira, il s'appelait, et qui, quand on faisait des concerts de tango, tout d'un coup, la salle était immobile, silencieuse. Et on voyait les ombres des gens sur le mur du fond, quelquefois, qui ne bougeaient plus pendant 1h30. C'est-à-dire, on les avait complètement en fascination. Comme des lapins. Et il me faisait « Es un pubblico pintado ». Ça veut dire que tout d'un coup, à la fin, ça va exploser. Ils vont applaudir. Franchement, moi, je donne pas ma place pour un empire, pour ce métier de battleur. Comment va Emilio ? Il va très très bien. Il est un peu gonflant parce qu'il se fout de l'électricité et donc il passe la barrière. Emilio, c'est un cheval que j'ai acheté pour ma fille
et il n'avait pas été dressé. Parce qu'il y a Proglio aussi qui se fout de l'électricité. Mais lui, il craint l'électricité. L'électricité, il connaît, lui. Il ne touche pas les barrières électriques, il n'est pas fou. Et donc, alors, bref, ce cheval arrive et on l'avait sauvé de quelque chose, parce que c'est des chevaux qui arrivaient d'Argentine par l'Italie, ça devait être des chevaux de boucherie. Oui. Et le pauvre, je l'ai trouvé en Camargue. Donc je l'ai ramené à la maison, mais il n'était pas dressé, il était bizarre, il sautait par-dessus les barrières et tout, mais il avait l'air gentil, il avait un bon œil. Et donc, un jour, je dis, mais je pourrais rien en faire. Et puis, je dis à ma femme et puis à ma fille, je vais m'en débarrasser. Ah non. Je vais le rendre pour en avoir un autre. Alors, le type est venu le reprendre, et puis il est parti. Et puis, quand elles sont arrivées, la petite de l'école et puis ma femme, de je sais pas où d'ailleurs, il faudra que je lui demande, elle dit, bah, oui, Emilio, je l'ai rendu, on va en avoir un autre. Elles ont commencé à pleurer. Ah bah oui. Alors j'ai appelé et le type était sur la route, il a ramené Emilio et puis maintenant il est adorable. Il s'est trouvé une bonne maison, il est dressé, il est gentil comme tout. La question de Madame Toulousian pour passer d'Emilio à Émilie. Émilie Joly de Philippe Châtel. Vous vous souvenez de ce conte musical? Qui interprétait le rôle du conteur? Philippe Châtel lui-même? Non. Il y a Johnny Hallyday dans le Non, dans le disque, oui. Mais vous parlez de la comédie musicale ou du disque? C'était pas la même chose. Il y avait une version sur scène, une version en disque. Non, je pense que c'est la version disque. Ouais. Boringer. Brassens. Un grand disparu aujourd'hui. Brassens. Non. Léo Ferré. Non. Philippe Noiret. Non. Salvador. Chanteur. Salvador. Ah, c'est ça. Henri Salvador. Qu'est-ce qu'a dit Salvador? C'est moi, excusez-moi. Excusez-moi, Philippe, c'est moi. Eh ben, c'est Malou. Jusqu'à 18h, les grosses têtes, Philippe Bouvard. On va faire éclairer notre lanterne sur l'univers à la fois fascinant et mystérieux des oiseaux parleurs, des perroquets. Allô, bonjour Suzanne Libard. Bonjour Monsieur Bouvard. Bonjour Monsieur Marchand. Bonjour Madame. Je salue en vous la présidente de l'Association européenne du perroquet. Hein? Oui. Quelqu'un qui peut nous dire si la dépêche que nous avons sous les yeux correspond à quelque chose. C'est en Australie, un oiseau qui est capable d'imiter les sonneries de téléphone, ce qui simplifierait les problèmes de téléchargement. Mais bien sûr que les perroquets sont capables d'imiter les sonneries de téléphone. Les perroquets ont beaucoup de facilité, d'une part, à imiter les sons aigus, et à imiter effectivement tout ce qui se passe dans l'environnement. Et la sonnerie qu'on entend dans ce clip qui a fait le tour du monde, eh bien c'est une sonnerie bien connue et très aiguë. Mais vous savez, j'ai adopté un perroquet il y a quelques années, une copine qui me l'a donné. Combien en possédez-vous actuellement? 55. Ah oui, d'accord. Vous habitez à la campagne. Madame fournit du guano pour 65 exploitations agricoles. Formidable. C'est un Mais big bang. non, les perroquets sont fabuleux. Et donc, cet oiseau-là qui est venu, il venait à la maison, puis il imitait la sonnerie du téléphone. Il disait « Dring, allô, oh, c'est toi. Allez, salut !» Et il était capable d'imiter ça 10 fois par jour. Bon, maintenant, il est à la maison depuis plusieurs années. Je téléphone beaucoup moins que ma copine, sûrement. Et il dit plus ça. J'ai un autre perroquet, mais c'est tout dernièrement une amie qui a un perroquet. Elle s'habille le matin avant de partir. Elle me prend son sac, ses affaires, sa clé. Et d'un seul coup, son perroquet, qui n'avait jamais dit ça, lui dit « Bon, je suis prêt. » Voilà. Et comme ça, je vous en raconterai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Un perroquet ne fait pas que répéter bêtement ce qu'il entend. Non, c'est souvent en situation, et je me souviens des ménates de Michel Simon, dans sa villa du Rincy, où il leur avait appris tantôt des sonneries de téléphone, tantôt des mots malsonnants. Oui. Et généralement, quand il y avait un invité, l'oiseau devenait vraiment grossier. Oui, tout à fait. Et quand je quitte la pièce, tous mes perroquets ne sont pas dans la maison, mais j'ai Charlotte qui est dans ma cuisine. Et quand je quitte la cuisine, au bout d'un moment, Charlotte crie « T'es où ?» Je réponds « Je suis là, quel que soit l'endroit où je suis. » Et elle me répond « Oh, t'es là !» Mais est-ce qu'un perroquet moderne qui fait le téléphone, il ne doit pas faire le portable? Est-ce qu'il fait vibreur? Et est-ce qu'il dit « Allô, t'es où là ?»
Non, parce que t'as noté qu'il fallait ramener des carottes, chérie, quand même, parce que c'est des conversations formidables qu'on a avec les portables. Alors nous allons aller tous à Tours à ces journées du comportement du perroquet de compagnie, parce que je savais pas que l'expression existait, mais c'est vrai qu'un animal qui est muet totalement est déjà de compagnie, alors quand il parle, hein. Ah, c'est un animal de compagnie, mais vraiment de compagnie. Vous savez, le perroquet a une interaction avec son humain de référence qui est très importante. Dans la nature, ils vivent en groupe. Dans nos familles, ils font un groupe avec nous. Et ils ont vraiment une interaction très profonde. Quand ils ont un sens de nos émotions. Et quand on est fatigué, ils sont différents. Quand on est heureux, mais ils chantent. Et un jour, j'ai un perroquet, un ami qui était vraiment pas, comme il dit, j'avais la tête dans le potage. Le matin, il s'assoit devant sa tasse de café, il tourne son café. Et le perroquet qui était dans la cage à côté, qui ne parlait quasiment pas, est descendu sur les parois de la cage, s'est mis les yeux à la hauteur des yeux de mon copain, et puis il lui dit, ça va, toi? Merci Suzanne Libard, merci. De l'invité d'honneur. J'en ai eu des hontes. Hein. Ah bah oui. Mais bon, il y en a une. J'aime bien les hôtels de luxe, surtout quand je suis fauché. Je trouve que le luxe est fait pour les pauvres. Il ne faut pas les décevoir. D'ailleurs, je suis assez furieux, je fais des scandales quand dans les hôtels, les grands hôtels, on ne fait pas fantasmer le pauvre qui va une fois tous les 10 ans. Vous voyez, bon. Et donc j'étais dans un grand hôtel, dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs, non, peut-être pas, je ne me rappelle plus. C'était dans le grand hôtel à Opéra, ou je ne sais pas où. C'était en été, donc j'étais à poil sur mon lit et tout. Et on m'avait donné le déjeuner sur une table. Vous savez, la grande table qui prend presque toute la chambre. Ouais. Ça, c'est super, avec les œufs au bacon, le tremblement et tout. Là, on ne regrette pas son argent. Et puis, bon, à un moment, elle prend un peu de place à la table. Alors, j'ouvre la porte et je pousse la table. La table passe juste. Les tables ont été bien étudiées pour passer juste dans la porte. Et donc, je la pousse, comme ça, et je la mets au coin. Et la porte est tellement silencieuse et amortie qu'elle se ferme. J'entends clac. Et alors là? Et là, je suis à poil dans le couloir d'un 4 étoiles. Si restait une brioche, ça vous a fait un catch-sexe, non? Mais oui, tiens, j'ai pas pensé de mettre une... La nappe. Ouais, il aurait fallu un pain de livre. Hein. Bon, il restait plus de beurre. Le téléphone d'étage. Je cherche le téléphone d'étage. Oui, il y a souvent un téléphone d'étage. Oui, vers les ascenseurs. Le téléphone d'étage est devant l'ascenseur. Ouais. Ah là là. Bon, l'ascenseur bouge pas, tout ça. J'appelle, et le temps, allô, est-ce que vous pouvez venir m'ouvrir ma porte parce que je dois... Et il s'ouvre. Et là, il y a des Japonais. Des Japonaises. Aïe, aïe, aïe. Donc, je me mets comme ça. Puis je les regarde avec un petit sourire en disant... Un petit... je sais pas quoi dire. Et il y avait des sourires orientaux. Ils voyaient Paris comme ça. Ah oui. C'est Paris. De toute façon, il devait être jaloux parce qu'il passe pour en avoir des toutes petites. Hein. Non, mais ils ont dû prendre Guy pour Julio Iglesias. Il avait sa main. Les Japonaises étaient très impressionnés au contraire. Alors bon, puis voilà. La dernière citation émane de Madame Royer-Donfleur. Quel est le comédien-chanteur aujourd'hui disparu qui disait « Mon dépucelage, je le dois à une vieille de 23-24 ans. J'en avais 17. Je l'ai littéralement kidnappée pour l'emmener dans une salle voisine où je l'ai prise tout de suite, debout, avec une frénésie de boxeur qui ne l'a pas laissée indifférente. » Comédien, chanteur? Oui. Jean Gabin? Non. Yves Montand? Non. Johnny Hallyday? Ah ben non, disparu. Disparu. Ah. Il va mieux, il va mieux. Des nouvelles qu'on n'a pas. Il va beaucoup mieux. J'appelle le docteur Delajoux pour vérifier. Oh, mais non. Il va bien. Comédien chanteur. Un français, Salvador. Alors, français d'origine italienne. D'origine italienne. Et Serge Reggiani. Bonne réponse de Login. Et c'est Jacques Balutin qui va raconter l'histoire du jour, laquelle est envoyée par Monsieur Fajol de Fontaine et Toupefour.
C'est un industriel au volant d'une grosse voiture, il tombe en panne en pleine Cambrousse, en pleine nuit, et pour réparer, il faudra un cric, et il s'aperçoit qu'il n'a pas le sien. Alors, le village le plus proche est à 5 km, il fait, il n'y a pas à tortiller, il faut que j'aille à pied. Enfin, je trouverai bien un garagiste qui va me prêter un cric. Alors, il se met courageusement en marche, et puis, évidemment, il pense, là, il fait, oui, évidemment, il y a sûrement un garage dans ce bled, seulement il sera fermé quand j'arriverai. Alors, il faudra que je réveille ce foutu mécanicien en pleine nuit. Ah, il va trouver mauvaise, hein. Continue à marcher, et il réfléchit. Il va peut-être me le prêter, son cric, mais il va me faire payer le dérangement. Ah, ça va me coûter bonbon. Ah ouais, je le vois venir avec son tarif de nuit. Il va me demander 3 fois plus. Il avance toujours, et il fait la moitié du chemin, il fait... Oui, mais ces gars-là, c'est tous des salauds. Ils profitent de n'importe quoi pour se beurrer, il va au moins me demander, je sais pas, 100 €, moi. Je serai obligé d'accepter, parce que j'ai pas d'autre solution, j'ai pas de cric. Alors, le village étant vu, le mec, il commence à pester à haute voix. Avec les ploucs, c'est toujours pareil. Il déteste les gens de la ville. Il va carrément me prendre à la gorge. Il va profiter de la situation pour me réclamer, je sais pas moi, 300 €. 300 € pour un cric. Il exagère. Je ferais mieux de dire non et puis d'aller me plaindre à la gendarmerie. J'ai horreur d'être pigeonné. Le mec, il arrive devant le garage, complètement épuisé, au comble de la colère. Naturellement, le garage est fermé. Alors, le gars ramasse un caillou. Il l'envoie dans la fenêtre du premier étage. Réveillant en sursaut, le garagiste ouvre la fenêtre. Et il y a un mec en bas qui gueule. Voleur! J'en veux pas de ton cric, tu peux te le foutre au cul! Voilà, un grand merci à Guy Marchand, que nous allons retrouver à la fois en disque sur la scène et au cinéma. Ça a été un bonheur de le retrouver et de mieux le connaître. Et à tous, je vous dis merci, bravo, à demain.